l'article disait que si on ne trouve pas une façon de fédérer un écosystème de l'Internet d'une façon qu'on respecte les côtés géopolitiques, l'Internet va se diviser en des réseaux privés. On va voir l'Internet chinois, on va voir l'Internet américain, les Européens et autres. Ça veut dire qu'on va le tuer, parce que l'Internet, comme réseau privé, on revient à OX25 ou PDN, dans laquelle on était dans des réseaux privés. Et pourquoi ces réseaux sont en train de réfléchir à ça? Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau privé. Facebook vous oblige à rentrer dans son réseau Facebook, mais c'est un Internet dans l'Internet. Par exemple, Google ne peut plus actuellement chercher avec son search dans l'intérieur de Facebook. Ils l'ont interdit. Ou vous ne pouvez plus exporter les données que vous avez dans Facebook, vous ne pouvez plus les importer à Google et vice-versa. Ça veut dire qu'ils sont en train de fermer un espace dans lequel vous n'étiez jamais d'accord d'avoir participé à ça. Vous étiez accédé à Facebook, au contraire, pour trouver encore plus des amis. Et tout d'un coup, vous vous trouvez dans un réseau fermé. Alors, l'unique possibilité d'éviter que ces réseaux soient fermés, c'est d'appliquer à l'Internet et surtout au moyen d'identification, un standard mondial. De dire, attendez, c'est l'équivalent que les telcos ils sont faits dans les telcos avec les GSM, il y a un standard mondial, c'est le X509, X509, qui aujourd'hui est en version 3, qui s'accouple parfaitement à un autre standard qui va sortir, on est en version 4, c'est IPv6, IPv5 et 4, qui va aussi donner une identité unique à les objets. Alors, d'ici à quelques années, tout objet, il aurait son DNS, toute identité, il aurait un DNS, et ça serait compatible à niveau international à travers un standard. Pour éviter qu'on ait un standard Facebook, un standard Microsoft ou un standard Google qui nous empêche de pouvoir utiliser l'Internet et surtout d'incorporer encore 1 milliard de personnes qui vont venir à l'Internet. Je vais vous le montrer à l'état secondes. Il y a un autre problème qui arrive dans l'Internet, et c'est pour ça que la sécurité c'est essentiel, c'est que la sophistication aujourd'hui dans les attaques, vous vous rappelez, dans les années 80, il fallait une sophistication très grande, il fallait mettre une cinquantaine ou une centaine de serveurs en série pour attaquer peut-être simplement les systèmes de cracking d'un mot de passe. Hein. C'était un peu l'équivalent. Aujourd'hui, la complexité a augmenté. Aujourd'hui, vous voyez la complexité a augmenté dans toutes les choses que vous pouvez attaquer. Comment est-ce que vous pouvez attaquer un système, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe lesquels, et les voler toutes les informations. Et par contre, la sophistication de l'intruder, il a descendu aujourd'hui. Un gamin avec un logiciel qui download de l'Internet peut vous craquer votre GSM. D'ailleurs, les codes GSM ont été craqués, ça fait à peu près maintenant une année. On continue à l'utiliser comme si rien n'était arrivé, mais les codes ont été cassés et les codes GSM, il est disponible aujourd'hui dans l'Internet. Alors, vous pouvez, avec un logiciel de 200 francs, vous payez un hacker dans un pays de l'Est, vous le payez 300 francs, il vous craque qui vous voulez. Alors aujourd'hui on est dans un problème très important, c'est qu'on est en train d'utiliser une infrastructure qui était à la base mal sécurisée, l'Internet n'était jamais pensé d'une façon de devenir ça qu'aujourd'hui il a devenu. C'était un mélange entre ARPANET, c'est un réseau militaire, et le web à Genève, c'était un logiciel qui permettait à des ordinateurs de se connecter en série très rapidement, dans laquelle la sécurité ce n'était pas un argument important. Alors aujourd'hui, on est dans une pensée dans laquelle, si on n'a pas une très haute sécurité au niveau de l'utilisateur, ça serait très difficile d'utiliser l'Internet pour des transactions sophistiquées. Alors, la pensée de positionner l'utilisateur au centre de l'opération est essentielle. On est un peu, et ça renforce la vision de Wojcicki, dans laquelle empowering the person, c'est-à-dire nous on va les donner à la personne à travers une identification forte, une validation forte, une authentification forte, la possibilité de se présenter dans la transaction d'une façon très, très confiable pour l'autre partie qui est à côté pour pouvoir faire la transaction. Pour éviter de fixer l'Internet, parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, si on essaie de sécuriser l'Internet, et le web en particulier, on devrait investir des milliards et milliards, et peut-être on devrait les jeter à la poubelle et commencer à zéro, aussi simple que ça, parce qu'il n'était pas pensé pour. Alors, on est dans une situation, imaginons des sociétés qui sont créées des infrastructures, on est dans la situation de dire, attends, on met, imaginons en Afrique, on a des routes, on a
des schémas qu'il faut renforcer la sécurité. Alors, il a pensé, c'est soit on renforce les routes, on les met dans le pavé, il y a un système de signalisation ou autre, ou bien on s'achète des 4x4 et on les fait tourner dans ces routes parce que ça va coûter moins cher de renforcer les véhicules que l'infrastructure. On est dans cette pensée à l'Internet. Et c'est là les paris que je prends en WiseKey, c'est-à-dire, moi personnellement, je ne crois plus qu'on puisse sécuriser l'Internet à niveau global d'une façon de mettre en plus de ça que là déjà, les 50 milliards de transactions qui vont se faire dans les prochaines années. Il faut, avant qu'on puisse faire une chose pareille, renforcer la personne. Et il faut que la personne qui utilise l'Internet soit gérée d'une autre façon. Il faut avoir un paradigme qui se place au niveau de la personne. Et ces personnes-là, à travers une très grande sécurité, à travers des moyens d'identification très forts, va pouvoir alors bénéficier d'un monde gigantesque de possibilités transactionnelles et on pourrait rentrer dans la phase, je dis, transactionnelle de l'Internet. Pour le moment, on s'amuse avec l'Internet. Pour le moment, l'Internet, c'est un moyen de diversion, mais ce n'est pas un moyen d'affaires, ce n'est pas un moyen transactionnel encore. Et pour ça, la chose qui est essentielle, c'est le concept de la sphère privée. L'expression de la liberté. La Suisse, il a une chose qui s'appelle les secrets bancaires. D'ailleurs, quand j'étudiais l'identification digitale, je parlais énormément avec des fondateurs du secret bancaire suisse. Je les ai interviewés, je parlais avec eux, je connais énormément des personnes qui ont travaillé sur les concepts du secret bancaire. Et c'était incroyable à quel point les secrets bancaires suisses, ça correspond aux secrets identitaires nécessaires pour l'Internet. C'est tellement similaire qu'on a quand même une façon d'établir un niveau de sécurité et de confiance à l'Internet qui pourrait s'inspirer énormément pour des choses qui sont en train d'arriver. Pour protéger une chose qu'on appelle, c'est la sphère privée. La sphère privée, c'est essentiel, l'anonymat, et on arrive à une phase aussi qu'il y a des gens qui disent « je veux être anonyme ». L'anonymat, c'est un droit humain. D'ailleurs, c'est reconnu par la Commission des droits de l'homme, l'anonymat, c'est un droit. Si moi, je ne veux pas être reconnu dans l'Internet, je ne veux pas que personne me trace dans l'Internet, je devrais avoir ces droits-là. Et je pense que si on respecte ces valeurs, la sphère privée, les droits de l'expression, la liberté, la France a été un pionnier dans l'histoire, je pense qu'on pourrait commencer à utiliser l'Internet de façon beaucoup plus mûre et beaucoup plus transactionnelle et, bien sûr, aussi économiquement viable. Parce que plus de sécurité et de confiance on va ajouter dans l'infrastructure, plus important les transactions vont devenir. Ça ne va pas être les PayPal, je t'envoie 100 $, ça va être des transactions type SWIFT et autres. Une autre chose qui arrive, comme je l'ai dit avant, c'est qu'il y en a 50 milliards de transactions qui vont, depuis pour l'année 2020, s'ajouter à l'Internet. Il y a déjà 4,5 milliards de mobile devices qui vont grandir à 7 milliards. C'est une immense opportunité maintenant pour introduire dans l'Internet les pays du tiers-monde, dans laquelle les devices aujourd'hui, ils sont des fois accès au mobile, ils n'ont même pas accès à des services de base. Il y a des cas au Kenya, au Bangladesh et autres, que le portable est devenu actuellement un moyen extraordinaire de poverty alleviation, sortir les gens de la pauvreté. Aussi simple que ça, il est introduit dans l'économie mondiale en étant très active et en ajoutant une énorme quantité de personnes qui jusqu'à maintenant ne sont pas contribué à la construction de ces mondes qu'on a créés. Ces gens-là, ils n'étaient pas dans cette construction. Aujourd'hui, ils peuvent le devenir. Bien sûr, les besoins d'identification de ces gens, ça va être nécessaire parce qu'il a dans les prochains 10 ans, il y aura aussi 1 milliard de personnes qui vont rentrer dans l'Internet, qu'on ne connaît pas, des gens qu'on n'a jamais travaillé avec, des personnes qui vont parler des langues différentes. Alors, il a quand même un côté social très important. Ça peut être une immense opportunité, mais c'est aussi un immense challenge, côté sécuritaire, qui doit être balancé dans la bonne façon. Alors, le besoin d'identification va être essentiel, mais encore une fois, pas une identification abusive, centraliste, de façon des prédateurs, non, une identification qui devrait correspondre à la religion, les traditions, la culture de chaque pays, s'adapter à ça. On ne devrait pas changer les mécanismes géopolitiques parce qu'on veut faciliter l'utilisation de l'Internet. On ne devrait jamais l'utiliser comme excuse parce que ça va de toute façon pas marcher. On va arriver dans la photo de l'économiste, on va faire des silos et on va se protéger. Alors, pour éviter ces silos, il faut que l'identité soit donnée dans les normes les plus humanistes possibles.
Alors, comment est-ce qu'on peut, d'une façon pratique, passer, et ça je pense que c'est un peu les thèmes de WiseKey France, et rentrer un peu en matière de l'opportunité ici, comment est-ce qu'on peut passer des sécurités identitaires à quelque chose de plus, dans laquelle on peut fédérer les savoir-faire français de la chose, en sachant que c'est quand même la France, un des pays les plus sophistiqués au niveau mondial dans l'ingénierie des systèmes de sécurité. C'est les pays qui ont inventé les SIM, c'est les pays qui ont fait des progrès extraordinaires dans la biométrie, mais peut-être la France, il n'a pas, pour peut-être la tradition du pays, il est même le cas des États-Unis, développé la partie software. Il n'a pas surtout développé la partie hardware et processus. Il s'était moins intéressé dans ces concepts géopolitique, standardisation. D'ailleurs, les Minitel, il était un peu ça à l'époque, hein, et ça n'a pas réussi pour les raisons qu'on connaît, mais on a quand même une opportunité, parce que ces identités soft sont besoin d'un support quelque part. On ne peut pas les utiliser dans l'air, il faut les ajouter dans un support. Alors, la force du système, c'est que vous pouvez par exemple avoir un aéroport qui utilise, je connais des cas, ou bien je connais des banques privées à Genève qui ont dépensé 100 millions de dollars en système biométrique, très sophistiqué, mais ça ne sert à rien. Ils l'ont mis en place, et après ils se sont dit, attends une seconde, mais on a un problème, parce que j'oblige à mon staff des enregistreurs biométriquement dans ma banque. Si après cette personne part, je dois le licencier, je garde des données à lui qui ne sont pas des données que je devrais garder, parce que la personne ne travaille plus dans ma banque. La biométrie, elle est très complexe si on n'utilise pas l'identification digitale. Parce que dans les contextes d'identification, on va dissocier de la personne avec sa biométrie. La biométrie ne va jamais trouver la personne parce qu'on va décapsuler la partie qui correspond à son identité de la biométrie. La biométrie, c'est une bonne extension de l'identité parce que ça valide qui vous êtes dans l'identité. Je m'appelle Carlos et mon œil, mon iris, il est de telle façon. D'accord. Et ces relations entre mon iris et Carlos, c'est fait à travers diviser l'identité de la biométrie. Si on fait que la biométrie, et on stocke ça dans des bases de données gigantesques et biométriques, on est dans une situation très dangereuse parce qu'on peut être carrément attaqué par la personne en disant vous avez stocké des données. D'ailleurs, tout ça qui se fait actuellement dans les aéroports aux États-Unis, c'est extrêmement illégal parce qu'ils sont en train de stocker des données, ils créent des bases de données sur une biométrie qui n'est jamais autorisée. On pourrait très bien dire vous me faites la validation, d'ailleurs chaque fois que je vais aux États-Unis je les provoque, je lui dis non, d'accord, mon biométrie je l'ai dans une clé biométrique, tout est là, on va la valider, vous me faites la photo, je mets ma clé dans votre système et puis ça va valider dans ma clé, mais pas dans votre base de données. C'est aussi simple que ça, vous voulez valider ma biométrie, d'accord, vous la validez sur mon support que je vais stocker moi dans mon device et pas dans votre base de données. Il n'y a rien dans la loi qui m'oblige à moi de stocker ma biométrie dans une base de données américaine. Alors, l'identité découple la partie biométrique de la partie identitaire. L'identité, dans le cas de la France va lancer dans les prochaines années, je pense qu'on est à 18 mois de ça, une carte d'identité nationale avec un SIM dedans, avec un chip, dans laquelle vous allez avoir votre carte d'identité, comme le cas de l'Espagne. L'Espagne, déjà, il y a 25 millions d'Espagnols qui ont une carte d'identité avec une identification. Ça, c'est une énorme opportunité pour WiseKey, parce qu'en Espagne, par exemple, je n'ai pas besoin de certifier les gens. Je demande à tout Espagnol qui a sa carte d'identité SIM d'échanger les codes qui se trouvent dans ces chips avec un certificat d'identité WiseKey. Et je l'ai dit, tu gardes l'identité de ton passeport, de ta carte d'identité espagnole pour les activités avec le gouvernement. Mais si tu veux faire des autres choses, par exemple, tu fais un single sign-on en Facebook, ou bien tu veux faire un accès à ton téléphone portable et autres, tu utilises une identité WiseKey, dans laquelle ton gouvernement n'a aucun droit de regard. Comme ça, ton gouvernement, il n'aurait aucun droit non plus de regard par rapport à ta biométrie. Et ça va lancer les marchés. Parce qu'un des problèmes aujourd'hui de la carte d'identité nationale, c'est pour ça que ça n'a pas marché en Belgique et autres, c'est que les gens ont peur d'utiliser sa carte d'identité pour faire par exemple une transaction financière parce qu'ils disent, attends, mais j'utilise un document qui a été mis par mon État, est-ce que je veux vraiment que mon État sache quel type de transaction financière je suis en train de faire? Alors WiseKey utilise cette identité nationale, on l'a convertie dans une identité qu'on transfère par SMS ou par download, soit dans une clé biométrique ou soit dans une clé dans les portables. Et à partir de ces moments-là, la personne utilise la même identification pour des transactions dans lesquelles son gouvernement il n'a aucun droit d'ingérence.
Ça va révolutionner les marchés. C'est pour ça que nous, actuellement, on se place en priorité sur les pays, ça c'est une direction de la France aussi,